L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Ça y est, la nouvelle page de l'amitié franco-malienne est écrite avec la visite ce samedi au Mali du président François Hollande. De Sévaré à Tombouctou en passant par Bamako, un seul message, encourager les troupes françaises sur place et plaider pour un déploiement rapide des forces africaines au Mali. Le point complet avec nos équipes sur place et nos envoyés spéciaux à Tombouctou dès le début de ce journal. Sport, Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana, premier qualifié pour les demi-finales. Les Black Stars ont battu ce samedi les Requins Bleus du Cap-Vert, 2-0. Voilà pour le sommaire, c'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal. Tombouctou, libre et reconnaissante à l'endroit d'un homme, François Hollande. Les populations l'ont fait savoir ce samedi au président français en visite dans la ville mythique où il a été accueilli par une foule en liesse, encourager les troupes françaises dont l'engagement aux côtés des forces maliennes a permis la libération des villes du Nord et appelé à un déploiement rapide des forces africaines. Tel était l'objectif de cette visite qui a commencé par Sévaré. Envoyés spéciaux Abdoulaye Bari et Moussa Bari. Sévaré, première étape de la visite du président français au Mali. C'est en compagnie du ministre des Affaires étrangères et celui de la Défense que François Hollande est arrivé dans cette ville qui abrite le quartier général des troupes françaises engagées dans l'opération Serval. Accueilli par son homologue malien Djonkunda Traoré, honneur civil et militaire. Bref échange avec la troupe française. Les deux chefs d'État s'envolent pour Tombouctou, la ville mythique et martyre, libérée voilà une semaine par les forces maliennes et françaises. Grandeur nature, l'accueil réservé aux dirigeants français est à la dimension de la liberté retrouvée. Le président français François Hollande est vu ici, comme un peu partout à l'intérieur du pays, comme étant le libérateur. À juste titre, il a été l'un des principaux artisans de la résolution des Nations Unies autorisant une intervention militaire au Mali pour permettre à ce pays de recouvrer l'intégrité de son territoire. Mais également, il a été le premier à avoir engagé ses forces sur le terrain aux côtés des forces maliennes pour stopper l'avancée des djihadistes et permettre la libération des régions nord, Gao, Tombouctou et Kidal, occupés par les islamistes depuis 9 mois. Tombouctou porte encore et pour longtemps les stigmates de la douleur et du traumatisme infligé par les islamistes. La majorité des mausolées abritant les 333 saints a été détruite et profanée, comme ici à la mosquée Djengarber. Le président français constate amèrement l'ampleur de la destruction du patrimoine millénaire de Tombouctou. L'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba n'a pas échappé à la furie des islamistes. Avant de s'enfuir de la ville, ils ont incendié plusieurs manuscrits datant de plusieurs siècles, tout un trésor détruit. François Hollande est venu encourager les troupes françaises. Elles sont aujourd'hui environ 3000 sur le terrain. Il espère également un déploiement rapide des forces africaines appelées à prendre le relais. Paris a également demandé à Bamako de lancer le dialogue avec les groupes rebelles rejetant le terrorisme et qui ne remettent pas en cause l'intégrité du Mali. Voyons à présent l'arrivée du président François Hollande à Bamako au début d'après-midi, tout comme à Tombouctou. À Bamako aussi, le président français a réaffirmé son soutien tant politique et militaire au Mali afin de préserver son unité et son intégrité territoriale. Voyons tout cela avec Daouda Kamate et Malik Baye, nos équipes sur place. Après les étapes de Sévaré et Tombouctou, c'est précisément à 14h23 que l'avion de la République française a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Bamako-Sénou. À son bord, le président François Hollande et son homologue malien, le professeur Djonkunda Traoré. Tous souriants dans une démarche très cadencée, la délégation s'est directement rendue au palais présidentiel à Koulouba. Ici, les deux présidents ont eu une séance de travail au cours de laquelle François Hollande précise le but de sa visite au Mali. Aujourd'hui, nous avons à partager plusieurs objectifs.
premier, c'est de continuer l'opération que nous avons engagée, c'est-à-dire le retour à l'intégrité territoriale du Mali. Aucune fraction du territoire malien doit rester occupée par les terroristes. Le président français a aussi remercié le peuple malien pour l'accueil qui lui a été réservé et à sa délégation. Selon lui, le Mali pourra toujours compter sur le soutien de la France pour combattre le terrorisme dans toutes ses formes. Il a aussi félicité le Mali pour l'adoption d'une feuille de route qui permettra au pays de retrouver sa démocratie. La feuille de route, c'est la réconciliation politique, c'est la capacité de tenir des élections à la date que vous avez fixée. C'est de faire vivre la démocratie malienne, qui a été longtemps un exemple, qui doit être encore aujourd'hui une référence. Alors on fait en sorte que nous pourrons avoir le résultat qui sera le plus beau possible, c'est-à-dire un pays, le vôtre, qui sera capable d'assumer son destin. Si l'on se félicite de la libération des deux grandes villes du nord, notamment Gao et Tombouctou, il est à constater que la situation de Kidal reste un peu complexe. Justement, c'est pour cette raison que le président français est venu encourager la troupe tout en restant confiant que le Mali retrouvera son indépendance face aux terroristes. Et c'est une foule nombreuse et enthousiaste qui a accueilli le président François Hollande au cours d'un rassemblement à la place de l'Indépendance où il a déposé une gerbe de fleurs. Le président malien, le professeur Dioncounda Traoré, a au nom du peuple malien remercié la France et son président pour l'acte historique posé, à savoir l'appui militaire et politique de la France. Et c'est le Mali tout entier qui a salué cette consécration de l'amitié franco-malienne des Imassiens Daouda Kamaté et Malik Baye. En Égypte, pas de violence pour le moment, place Tahrir, mais les opposants sont toujours là sur cette place mythique du Caire. Hier encore dans la nuit, il y a eu de violentes manifestations contre le président Mohamed Morsi. Le Front du Salut National, principale opposition, fait aujourd'hui volte-face. 2 jours après avoir signé un accord avec le pouvoir, il demande que le président Morsi soit traduit en justice et appelle à la chute du régime. L'hostilité de plus en plus forte en Israël contre les réfugiés africains. Chaque mois, ils sont des milliers à passer la frontière, principalement en provenance d'Érythrée et du Soudan, des réfugiés qui dérangent et le parti au pouvoir en Israël promet leur prochaine expulsion. 3 heures du matin, quelque part le long de la frontière égyptienne, l'armée israélienne patrouille à la recherche de clandestins. À cet endroit, seuls quelques barbelés marquent la frontière entre les deux pays. Ils demandent Israël, Israël. On répond oui, alors ils sont contents. Cette nuit-là a été calme, mais les barbelés portent encore la trace du passage de réfugiés. Chaque mois, ils sont près de 2000 à entrer ainsi clandestinement en Israël. La plupart sont originaires du Soudan et d'Érythrée. Ils remontent le Nil, traversent le désert du Sinaï et franchissent la frontière grâce à des passeurs bédouins. Nous avons marché durant 6 heures. Ensuite, nous avons escaladé beaucoup de montagnes. Après avoir passé la frontière, nous avons attendu 10 minutes et l'armée israélienne est venue nous chercher. Les réfugiés sont alors conduits dans le camp de rétention de Tsiot, situé en plein désert du Negev. Ils sont soumis à un examen médical et la police de l'immigration vérifie qu'ils proviennent bien d'un pays où ils subissent des persécutions. Dans le passé, Israël a déjà essayé d'enfermer les gens pendant de longues périodes. Ça n'a jamais dissuadé personne d'immigrer. C'est-à-dire que les gens préfèrent la prison en Israël plutôt que la torture, la mort ou toute atteinte aux droits de l'homme dans leur propre pays. C'est pourquoi ils continueront d'arriver même s'ils savent que c'est la prison qui les attend. Le long de la frontière, une nouvelle barrière, beaucoup plus haute, est en construction. Les autorités espèrent qu'elle mettra fin à l'immigration clandestine. Les associations humanitaires affirment que l'espoir d'une vie meilleure fait franchir tous les obstacles. L'autodéfense érige désormais en règle au Mexique, dans un pays en proie à la guerre des gangs et autres narcotrafiquants. Et face à la passivité de la police, certains Mexicains ont fait le choix, celui de constituer leur propre milice armée. L'audience a lieu en plein air sur ce terrain de basket. Des dizaines de présumés criminels paraderont ainsi devant la foule sans jamais être présentés devant un juge. Leurs gardiens, des miliciens cagoulés qui ont pris la place des autorités compétentes. Ils rendent la justice, patrouillent, interpellent.
Nous devons nous battre pour le bien de tous. Nous avons décidé de nous débarrasser de tous ceux qui sèment le mal derrière eux, de ces animaux qui volent la population. Les gens n'en peuvent plus. Les villageois, eux, appuient visiblement l'initiative de ces milices citoyennes. S'ils ont violé, alors il faut les violer aussi, qu'ils voient ce que cela fait. Il faut leur faire ce qu'ils ont fait aux autres. Plusieurs localités de l'état du Guerrero sont désormais de fait gérées par ces hommes en armes. Pour la plupart, de simples paysans excédés par l'incompétence de la police face aux criminels et autres trafiquants de drogue qui pullulent dans la région. Acapulco, l'une des villes les plus dangereuses au monde, est à 2 heures de route. Les autorités locales ne parviennent plus à gérer seules la situation. Heureusement, aujourd'hui, grâce à ces mouvements citoyens, la commune d'Ayutla est en paix. Et je vous le dis franchement, ces miliciens sont des gens bien. Le gouvernement mexicain, lui, est embarrassé. Il est prêt à tolérer de telles milices sans pour autant accepter qu'elles rendent la justice en lieu et place des magistrats nationaux. Les autorités ont dit condamner, mais comprendre l'initiative. Le taux d'impunité atteint des niveaux records au Mexique. 1% des crimes commis débouchent sur des condamnations dans ce pays où les violences liées au trafic de drogue ont fait plus de 70 000 morts depuis 2006. Et c'est une première, un événement. Google va aider la presse française. 60 millions d'euros, c'est la somme que le géant américain va verser à un fonds destiné à développer la presse en ligne. Résultat d'un accord après le contentieux qui opposait Google à la presse française sous les recettes publicitaires. Vous cliquez sur le plus grand moteur de recherche du monde qui indexe et oriente les internautes. Il récupère aussi au passage la publicité sur la toile. Depuis des mois, les patrons de presse français sont en guerre. Ils veulent récupérer cette manne à leur profit. Hier soir, à l'Élysée, le directeur de Google a promis de leur verser 60 millions d'euros pour les aider à passer du papier au numérique. Nous sommes fiers de financer ce fonds pour la transition numérique. Un fonds qui va nous permettre d'avoir de nouvelles approches afin d'aider le passage de la presse papier à la presse numérique. Certains patrons de presse sont satisfaits. C'est un bon accord, oui bien sûr. C'est la première fois qu'un géant du net accepte de financer l'évolution des producteurs de contenu. Donc c'est un accord historique même. Et la somme en question n'est pas du tout négligeable par rapport, si on la compare au chiffre d'affaires des sites internet d'information, puisque ce sont eux qui en bénéficient, in fine, c'est une somme tout à fait honorable. C'est un compromis et c'est un bon compromis. Mais d'autres considèrent la somme comme dérisoire au regard du chiffre d'affaires de Google, 1 milliard d'euros. Ils s'inquiètent également de la nouvelle dépendance vis-à-vis du moteur de recherche que crée cet accord. Voilà, c'est samedi, la Coupe d'Afrique des Nations reprend ce droit. Le Ghana s'est qualifié pour les demi-finales. Les Black Stars ont battu les requins bleus du Cap-Vert par 2-0. Suivons le compte rendu de cette rencontre avec Yacouba Dansoko. Le drapeau ghanéen va continuer de voler encore très haut en Afrique du Sud. Le Ghana, premier pays qualifié pour les demi-finales de la 29e CAN Orange de football. Après une première mi-temps très équilibrée, tout s'est joué en seconde période. Sur ce duel des épaules entre le Ghanéen Guyane Asamoah et le Cap-Verdien Carlitos, l'arbitre accorde un pénalty très litigé au Black Star. Le spécialiste maison Moubarak Wakaso exécute la sentence, il trompe Vozina. Une minute plus tard, sur cette offensive capverdienne, Eldon rate de peu l'égalisation. Les requins bleus vont continuer d'appuyer sur l'accélérateur. Sur cette belle frappe de Diani, Daouda fait une belle détente et sauve le Ghana. Malgré les énormes tentatives du Cap-Vert, ce sont les Ghanéens qui vont doubler la mise dans le temps additionnel par Moubarak Wakaso. L'attaquant ghanéen inscrit son deuxième but de la soirée en l'absence du gardien Vozina, monté pour jouer le dernier corner. C'est le troisième but de Wakaso depuis le début du tournoi. Les Black Stars s'imposent logiquement par 2-0 et deviennent les premiers qualifiés. En demi-finale, le Ghana rencontrera le vainqueur du match Burkina Faso-Togo.
Voilà, c'est la fin de ce journal qui, vous l'aurez compris, a débuté à 20h au lieu de 19h45 habituellement. Mais actualité oblige. Merci de votre patience et de votre fidélité et on espère vous retrouver aussi nombreux demain à 19h pour le débat du dimanche avec Sekou Tangara et moi juste après pour la grande édition d'Afrique Soir. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africa Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.